On a donc 50 minutes devant nous sur un webinaire par Roseau, donc notre entreprise, sur l'efficacité énergétique et la stratégie d'achat au sein du forum Europe Énergie. Donc hier, on était avec Quentin sur site au forum. On a vu pas mal de choses, notamment sur le marché, hein. Ça a été dit, redit par les acteurs qui étaient présents sur les plénières et dans les ateliers qu'on a pu avoir, et même dans les échanges informels autour des pauses. Le contexte est fortement haussier, tout le monde le sait. On reviendra rapidement sur quelques chiffres et quelques infos. On a eu le droit hier aussi à des projections, hein, sur les marchés qui sont assez alarmantes pour l'année prochaine et notamment la fin d'année. On est sur du niveau de prix. Ce matin, le prix du gaz pour l'année prochaine approche 100 euros. Ce sera peut-être dépassé ce soir. Pour l'hiver, on a des projections qui nous amènent aussi à des prix exorbitants à 350 euros par mégawattheure. Donc c'est forcément un contexte difficile pour un acheteur qui va favoriser l'efficacité énergétique et la décarbonation. Donc c'est des mots qu'on a aussi entendus, qui ont été rappelés par des acteurs, des grands acteurs fournisseurs, hein, EDF, Engie en ont parlé aussi hier, dans un contexte difficile. Une phrase que j'ai retenue d'Engie hier aussi, c'était la partie, le triptyque, le triptyque de la mort en ce moment, entre la sécurité d'approvisionnement, des prix qui doivent être maîtrisés et un objectif de transition énergétique, de décarbonation pour les entreprises, collectivités industrielles tertiaires. Donc, nous, chez Roseau, on va vous présenter comment construire sa feuille de route décarbonée pour essayer justement d'atteindre ces 3 objectifs-là. Rapidement, nous sommes 3 à présenter. Aujourd'hui, ça va être une présentation à 3 têtes. Donc, moi-même, Antoine Lezachmer, Quentin Godeco, qui est responsable pôle financement et qui travaille sur la partie achat notamment, et Jean-Philippe Chor, qui est en charge consultant senior de la partie, sur notre partie bureau d'études et qui adresse des offres techniques aux industriels et grands tertiaires. Je vais représenter très rapidement Roseau. Le but, c'est pas de prendre du temps, vraiment 2 petites minutes. On rebalayera des éléments de contexte et on passera sur le concret avec un plan d'action sur la partie feuille de route décarbonée, et seront présentés respectivement par Quentin et par Jean-Philippe des solutions à mettre en place assez rapidement, en tout cas c'est ce qu'on vous préconise, sur la partie achat, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles solutions sont disponibles, et sur la partie technique, avec un exemple concret des chiffrés précis de préconisations qu'on fait en ce moment et qu'on a pu faire chez nos clients avec lesquels on travaille. Donc rapidement, pour représenter Roseau, Roseau, c'est un cabinet de conseil en efficacité énergétique, en performance énergétique qui existe depuis 2010, donc depuis 12 ans maintenant. Nous sommes une structure indépendante, hein, des fournisseurs d'énergie et des fournisseurs de services. Répartis partout en France, on travaille avec tout secteur d'activité, industriel, tertiaire, collectivité, résidentielle, et on va adresser un panel d'offres qui a pour objectif d'aider nos clients à maîtriser leur consommation énergétique au mieux. On propose des offres sous 3 volets. Un volet technique, c'est plutôt notre partie bureau d'études, où là, on a des compétences ingénieurs expertes dans l'industrie et le tertiaire pour répondre à vos enjeux d'efficacité énergétique à travers des audits énergétiques notamment, des études techniques, des avant-projets aussi sur de l'autoconsommation, du photovoltaïque. Donc, c'est vraiment toute la partie en bleu sur ma slide. Des solutions qu'on adosse aussi en financement, comment aller, une fois qu'on a des actions et qu'on veut les faire, et parfois une aide, un coup de pouce à l'investissement s'avère nécessaire. Donc déjà, le premier coup de pouce, c'est d'avoir un geste achat qui va être efficace. Et le deuxième, c'est bénéficier de tout le panorama d'aide qui existe aujourd'hui, notamment les certificats d'économie d'énergie, pour lequel on est aussi un acteur reconnu. Mais on va plus loin avec l'accompagnement dans la contractualisation de contrats de performance, la sollicitation d'aides comme les fonds chaleur, les guichets qui vont arriver sur la décarbonation avec l'ADEME pour aider à l'investissement et pérenniser tout ça donc dans ce que nous on appelle notre partie accompagnement, avec notamment tout ce qui est accompagnement à la certification, comme la certification ISO 50001, le pilotage énergie externalisé. Donc, c'est le rôle du référent qu'on va pouvoir supporter aussi en partie, tout ou partie pour certains de nos clients.
Et pour aller plus loin, tout ce qui va être formation, sensibilisation, et c'est une offre qui grandit de jour en jour, parce que je pense que vous comprenez tous que l'énergie, c'est un secteur assez porteur. Là, récemment, on a lancé une nouvelle offre sur la 14001, parce qu'on avait beaucoup de besoins sur la double casquette environnement-énergie. On va présenter quelques éléments de contexte rapidement. Je vais laisser la parole à Quentin sur la partie marché et on se passera la parole entre Jean-Philippe, Quentin et moi en fonction des slides que vous verrez défiler tout au long de la présentation. Juste pour rappel et de bonnes pratiques, donc n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat et on gardera de toute façon un temps d'échange à la fin pour pouvoir répondre. Les slides sont assez denses, enfin, notre présentation est assez dense, donc on essaye de garder du temps. Le but, c'était vraiment de vous donner du concret et des choses qui on l'espère, pourront vous faire sortir avec des bonnes idées, des plans d'action concrètes. Quentin, je te laisse la main sur la partie prix. Ça marche. On va revenir, mais très rapidement dessus. On est dans un contexte de marché qui est fortement haussier. Je dirais même au-delà d'être fortement haussier, on atteint des niveaux de prix qu'on n'aurait jamais cru atteindre dans des conditions de marché qu'on a pu le connaître depuis maintenant plus d'une dizaine ou même une vingtaine d'années. Enfin, au-delà de la partie pétrole, de la partie charbon, de la partie CO2, on a un prix de l'élec résultant qui est en forte augmentation. On a un prix du gaz qui est également à des niveaux records historiques. Les points à noter, c'est un marché en backwardation, donc des maturités de produits sur le court terme qui coûtent beaucoup plus cher que sur le long terme, tout simplement parce que le risque aujourd'hui, il est sur l'hiver 22-23, avec notamment des risques de pénurie, que ce soit en gaz ou en électricité, puisqu'on produit aujourd'hui en électricité notamment à partir de gaz naturel et des CCGT. Donc on est dans une situation de marché un peu compliquée, où il y a également effectivement un risque de blackout à la fin de l'année. Donc ce risque, il se retrouve dans une volatilité extrême, notamment sur des produits du CAL 2023 ou sur les premiers semestres de l'année 2023. Donc ça, on l'a pas mal parcouru. Je pense que vous avez suivi les sessions de plénière que vous aviez eues hier. Vous êtes bien au courant du marché. Maintenant, il y a un point sur lequel nous, on a eu envie de revenir dessus. C'est sur ce qu'on appelle la forme du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des produits standards sur le marché qui s'appellent le baseload et le peak load. Le baseload, c'est une puissance continue toute l'année. Le peak load, c'est une puissance du lundi au vendredi de 8h à 20h hors vacances. Ce peak load, c'est ce qui fait la forme de votre consommation. C'est-à-dire que quand vous consommez de 8h à 20h sur des magasins, sur une usine, vous allez acheter du peak load. Et ce peak load, cette différence entre le base load et le peak load, elle a explosé au cours de la dernière année. On était sur des niveaux de prix ou des niveaux de différence, ce qu'on appelle le spread entre la base et le pic, qui était de 20% encore en début de l'année 2021. On est maintenant sur des niveaux de 80% où le pic s'échange, le produit peak load s'échange par exemple à 1200 € par mégawattheure sur le premier trimestre de l'année 2023. Et ça va avoir une grosse incidence en fait sur votre contrat de fourniture, ce que vous allez payer directement sur vos factures, puisque vous allez avoir des grosses différences de prix entre les heures pleines et les heures creuses, entre vos heures peak et off-peak. Donc, peu importe les horaires que vous avez dans votre contrat de fourniture, même si c'est en bloc plus spot, mais vous allez payer très cher sur les heures pleines de la journée, c'est-à-dire de 8h à 20h. Vous allez retrouver avec des différentiels de prix qui sont colossaux. Donc, on va avoir tendance, on va le voir tout à l'heure avec Jean-Philippe, mais à avoir envie de décaler et d'optimiser cette partie et du coup de plutôt consommer la nuit que la journée. Alors moi je suis économiste, mais on parle souvent de signal prix, le signal prix implicite. Là aujourd'hui on l'a, le signal prix implicite, pour pouvoir faire ce genre d'optimisation des consommations. On le verra tout à l'heure, notamment avec tout ce qui est effacement, mais au-delà de ça, à travers pilotage des consommations. Un autre contexte, c'est qu'aujourd'hui, sur l'année 2022, on est plutôt
on est plutôt sauvé par les deux, les mesures du bouclier tarifaire. Un, réduction de la TICFE à 0,5 euros par mégawattheure, même si industriel, vous aviez déjà des taux réduits ou des exemptions, des exonérations en fonction de votre activité. On a ce surplus d'Arenh, ces 20 TWh d'Arenh que vous avez dû avoir, alors en fonction de ce qu'on appelle les effets d'aubaine selon votre fournisseur. Ça n'a pas été mis en place par les fournisseurs de la même manière, et ce qui a rendu les choses un petit peu opaques, mais vous avez dû avoir quand même un surplus d'Arenh dans votre contrat pour l'année 2022. Ce qui fait qu'en 2022, même si les prix avaient commencé à augmenter à partir de l'été dernier, vous avez quand même un prix qui, en comparaison de ce qui vous attend sur 2023, on ne sait pas si ces mesures vont tenir. On suppose que ces mesures vont tenir, mais le prix que vous avez actuellement, il est peut-être très haut, mais il va encore exploser pour l'année 2023. Un dernier élément de contexte, c'est plutôt effectivement sur la situation actuelle, effectivement, où on paye effectivement sur 2022 une somme plus élevée, mais qui est en deçà de ce que vous allez payer sur 2023. Mais cette année 2022, vous allez pouvoir faire pas mal de choses où vous avez du financement qui est disponible, notamment sur tout ce qui est C2E, sur tout ce qui est plan de France Relance, décarbonation de l'industrie, guichet ADEME, fonds chaleur, le nouveau dispositif Décarb Flash. Donc, on a une incitation ici à faire de la performance énergétique, même à faire de la décarbonation, puisque certains guichets sont plutôt dédiés à tout ce qui va vous permettre et va favoriser des choses qui va vous permettre d'enlever du gaz, notamment dès cet hiver, pour les consommateurs. Donc, une situation où vous avez en plus un prix qui est potentiellement pas au plus haut pour 2022, mais des facilités de financement et des obligations réglementaires qui vont vous pousser aussi sur la réduction des consommations d'énergie, comme le décret tertiaire, comme les audits énergétiques, ou le besoin d'avoir une certification ISO 50001 pour les entreprises qui sont soumises à l'EUETS. Donc voilà, on est dans une situation actuelle qui favorise tout de même l'investissement sur des travaux d'efficacité énergétique et de performance énergétique. Enfin, et on parlait tout à l'heure du triptyque infernal, vient se greffer à ça des demandes de stratégie de décarbonation, où là, on va vous demander de réduire vos émissions de CO2 sur le scope 2, sur le scope 3, peu importe. Et cette stratégie de décarbonation, il faut le rappeler, elle vient s'ajouter en fait aux autres éléments de contexte multifactoriel qu'on vient d'évoquer, mais elle passe d'abord par un travail sur les intrants, donc tout ce qui va rentrer dans votre process de fabrication. Mais à notre échelle, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord aller sur le pan technique, c'est-à-dire, la réduction des consommations d'énergie. Vous allez réduire vos émissions de CO2. Deux, c'est d'aller plutôt vers de l'électrification. Alors, vous allez me dire, aller vers de l'électrification quand on a un coût d'électricité qui est indexé, j'aime pas ce trop là, mais indexé carbone et gaz, c'est compliqué. Oui, on le sait, mais on va plutôt avoir tendance à aller sur ce type de procédé. Par exemple, de passer d'un four à gaz à un four électrique. Et d'aller vers de l'autoconsommation NR, photovoltaïque, solaire thermique, biomasse, il peut y en avoir d'autres. Et une fois qu'on a fait ce pan technique, on peut aller vers la partie achat où là on peut verdir nos consommations par des PPA, par des garanties d'origine ou par de la compensation carbone si on veut aller sur des scopes 3 sur le reliquat qu'on n'arrive pas à compenser. Bien entendu, stratégie de décarbonation, on va reprendre la définition de l'ADEME. On va bien sûr de la sobriété énergétique vers le verdissement, on va du gauche vers la droite. N'allez pas me compenser tout avec de la compensation carbone ou des garanties d'origine. Ça s'appellerait du greenwashing. C'est pour les éléments de contexte. La position donc, de ce webinaire, c'est de vous proposer des solutions directes, ou en tout cas applicables, sur les deux volets, technique et achat. Donc, je vais redonner la parole tout de suite à Quentin sur la partie achat, avec des actions qui ont déjà parfois été évoquées sur le salon et d'autres qui peuvent être en complément. Avant ça, pardon, il y a la feuille de route. Comment définir sa feuille de route? Je pense que le premier point, c'est déjà de savoir d'où on part. Vraiment bien connaître son état des lieux, une connaissance de son ou de ses sites d'un point de vue énergétique, déjà de consommation, aussi contractuel, quels sont mes contrats, comment j'ai acheté hier, comment j'ai envie d'acheter demain.
quelles sont les actions de performance énergétique que j'ai déjà identifiées, qui sont peut-être dans mes plans d'action, qui datent d'il y a quelques années et qu'il faudrait que je réactualise. Et pourquoi pas, si vous êtes soumis ou si vous vous intéressez à la partie carbone, et essayer aussi de le quantifier d'un point de vue CO2. Donc, cet état des lieux est nécessaire pour après se doter de la fameuse feuille de route sur les 2 volets, achat et technique. Les points principaux, hein, ça va être de définir une stratégie d'achat et de s'y tenir. On a vu beaucoup de nos clients voilà, se confronter à des stop-loss, hésiter, mais c'est des gestes achats qui peuvent être difficiles, mais cette stratégie, elle est importante et après, il faut la garder et garder le cap. Négocier en fonction de vos profils, pourquoi pas profiter des PPA, tout ça, ça va être détaillé par Quentin par la suite. L'effacement, vraiment un point qu'on a entendu aussi beaucoup, pouvoir optimiser ses coûts en déportant des consommations, pourquoi pas complètement même se retirer sur des périodes. Les couvertures long terme, pourquoi pas aussi bénéficier de couvertures financières un peu différenciées. Et sur la technique, le système de management de l'énergie, rentrer dans de la pérennisation de l'efficacité énergétique et du management, la réactualisation des ROI. Forcément, les ROI de l'année dernière, en tout cas 2019, 2020, 2021, étaient avec des coûts de l'énergie qui ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui ou de demain. Donc, c'est très, très important de remettre à jour tous ces plans d'action. Étudier l'ensemble des potentiels de récupération de chaleur de vos entreprises, les autoconsommations pour l'électrification, aussi des procédés. Toutes ces solutions sont devenues finalement prioritaires et doivent être vues. Le maître mot, ça va être finalement, on a changé de monde. On l'a entendu hier, il y avait le monde d'avant, le monde de demain. Ce nouveau monde, il y a aussi un aspect que nous, on voyait dans nos métiers. Comme on est une équipe avec des experts sur plusieurs disciplines, on se rendait compte que nos interlocuteurs techniques, c'était les services techniques, la maintenance. Nos interlocuteurs pour les achats, c'était l'acheteur, parfois la direction. Mais aujourd'hui, ces mondes, ils doivent se parler et chez nos clients, dans toutes les entreprises, notre conseil et ce qu'on proposait déjà à notre précédent webinaire, c'était de mettre tout le monde autour de la table et de mettre ce sujet énergie au centre d'une stratégie commune, d'une feuille de route qui doit être portée conjointement par ces services-là. Et bien évidemment, bénéficier des solutions de financement qui s'offrent à vous en ce moment et pas passer à côté de ces sujets. Donc concrètement, sur les solutions achats, on a un panel de petites propositions efficaces à vous proposer. Quentin, je te laisse la main sur les solutions contractuelles. Oui, merci. Mais juste pour revenir en 30 secondes sur ce que tu disais, aujourd'hui, nous, on accompagne effectivement un grand nombre de sociétés sur ces stratégies, sur ces plans d'action à mettre à très court terme, pour passer cette année 2023 qui va être complexe. Entre guillemets, quand je fais mes missions, je travaille pas tout seul, je travaille avec Jean-Philippe, qui est expert sur la partie technique. Et à l'échelle d'une société, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler tous main dans la main pour arriver à effectivement passer cet hiver avec la mise en place de solutions techniques, de solutions d'achat qui sont en fait imbriquées l'une dans l'autre. C'est ça l'idée, c'est qu'on peut pas faire l'une sans l'autre et qu'il faut voir les tenants et les aboutissants de chaque chose qui peuvent être mise en place. Parlons concrètement. Les solutions contractuelles hein, au niveau plutôt des achats et de la négociation que vous pouvez mettre en place. La partie effacement, vous la connaissez, hein, c'est valoriser des capacités, de la flexibilité d'effacement sur des process industriels, si vous avez des presses, des broyeurs, des fours, effectivement, vous pouvez vous faire certifier sur pas mal de mécanismes. L'idée étant qu'un opérateur d'effacement va vous faire une offre adaptée à votre fonctionnement, va détecter les gisements et va pouvoir vous apporter cette rémunération qui va vous donner un signal prix. Tout à l'heure, on parle de signal prix implicite, mais là, de signal prix vraiment explicite pour pouvoir vous faire certifier et vous amener un revenu en fonction de votre flexibilité. Donc, je sais qu'il y a un webinaire tout à l'heure de nos confrères d'Energy Pool. Je pense que ce sera intéressant de le suivre. Mais dans l'idée, il y a énormément de
d'effacement qui sont disponibles à des heures différentes avec des délais de réactivité différentes. Chaque client a une solution dédiée ou sur mesure pour lui. Donc, il faut aller voir, il faut aller creuser. Ça s'adresse pas que à la partie industrielle, ça s'adresse également à du multisite tertiaire où vous pouvez faire de l'effacement un peu plus diffus. Donc, il faut prendre le sujet et aller contacter des opérateurs d'effacement. C'est le but du jeu. La partie pipier, alors on en a énormément parlé hier. Je vais vulgariser, hein, je vais faire exprès de vulgariser, mais donc souscrire un contrat ou un bloc d'énergie ou sur le long terme via un producteur renouvelable, trois intérêts, un intérêt économique, hein, le contrat normalement il peut être à prix fixe ou à prix un petit peu inflaté. Aujourd'hui, il est inférieur au prix de marché, il est plutôt entre 80 et 100 euros par mégawattheure, même si ce prix-là a explosé, hein, puisqu'on était plutôt de l'ordre de 50 à 60 euros par mégawattheure il y a de cela encore 6-7 mois. Il y a un effet durable, puisqu'on va réduire nos émissions de CO2 sur la quantité qu'on va recevoir. Et enfin, on va être moins exposé à la volatilité des prix de l'énergie, puisqu'on va sécuriser un bloc d'énergie sur le long terme. Je pense que vous l'avez tous en tête. Il y a des difficultés de mise en place en ce moment. Alors, les PPA, c'est loin à mettre en place, c'est compliqué. Et en plus, aujourd'hui, on a un manque d'offres sur le marché. Ce manque d'offres, tout simplement, ces PPA, le peu de PPA qu'il y a en place sont trustés par des gens qui ont une solvabilité financière qui n'est même plus à remettre en cause. Et ces personnes-là qui vont avoir euh, la préemption des PPA qui restent en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain ou après-demain. Il y a toute la partie sorties d'obligations d'achat qui vont être remises en place, à mon sens, sur le marché avec des prix à plus de 300 euros par mégawattheure. Donc, on se le rappelle, hein, pour financer un actif renouvelable, soit subvention entre guillemets de l'État avec des obligations d'achat, un prix qui est garanti, soit vous le faites payer par entre guillemets un corporate, un consommateur ou même un fournisseur. La manne financière que vous pouvez faire en passant sur un PPA quand effectivement vous avez des prix qui se vendent autour de 100 euros sur 10-20 ans, elle est quand même plus intéressante aujourd'hui pour ces producteurs. Donc, on va sûrement avoir une diversification de l'offre et des actifs qui étaient beaucoup sur obligation d'achat et qui vont revenir sur la partie PPA. Donc, aujourd'hui, pas trop de PPA, mais ça risque de changer et ça peut changer très vite et mettez du PPA en fait, et c'est ça l'objet, si vous avez du foncier disponible. Si vous avez du foncier disponible, c'est une aubaine à ne pas négliger. Il faut aller regarder ce potentiel de PPA que vous pouvez faire en autoconsommation. Si ça dépasse l'objet du site, vous pouvez le faire en PPA pour alimenter d'autres sites de votre périmètre. Donc, allez regarder ce potentiel, notamment si vous avez du foncier disponible. Troisième point, j'étais un peu déçu de ne pas l'entendre hier, puisque l'idée en fait, le besoin actuel que vous regardez, c'est comment je vais faire pour passer 2023 avec des prix à plus de 350 euros par mégawattheure sur les LEC, 90 euros par mégawattheure sur le gaz. C'est compliqué, surtout qu'on a des gros différentiels avec les années 2024-2025. La problématique en plus, c'est que vous pouvez fixer votre prix de l'électricité ou du gaz que 3 ans à l'avance. En plus, en électricité, c'est compliqué parce qu'on a l'AREN. Et alors, l'AREN, ça se traite quand même assez annuellement, puisque avec les risques réglementaires, d'écrêtement, déplacement du plafond, etc., on ne sait pas ce que ça va donner si vous allez avoir 70, 50% d'AREN, 90. On n'en sait rien. Donc, l'idée de cette troisième solution, c'est de pouvoir couvrir son coût à long terme, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité. C'est pas réservé uniquement à des gros consommateurs. Il y a différents types de ce qu'on appelle des swaps ou des options plutôt européennes avec un call, avec un put, ou des options plutôt asiatiques où là, vous allez pouvoir vous mesurer face à une moyenne de marché. Des options asiatiques, par exemple, ça revient pratiquement à la même chose que de faire une offre en bloc plus spot, à faire des couvertures sur le long terme. La seule chose, c'est que vous allez pouvoir avoir un prix lissé sur 5, 6, 7 ans.
Et là, ça devient intéressant parce qu'aujourd'hui, quand vous allez devoir faire des fixations avec votre fournisseur, vous allez avoir un prix effectivement à 350 € pour 2023 et un prix à 200 € pour 2024 en électricité. Et donc, avec des gros différentiels de prix. Quand vous passez par une banque, ils vous garantissent un prix lissé. Donc là, ça peut vous permettre de passer cette partie 2023. Alors bien sûr, c'est un engagement de long terme, mais ça peut être une solution à mettre en place et qui n'est plus réservée qu'aux gros consommateurs. Le quatrième point, ça va de soi, mais c'est de choisir un contrat, une stratégie d'achat qui est adaptée à votre profil de consommation. On parle beaucoup aujourd'hui du travail sur le pilotage des consommations. On l'a vu en introduction, hein, dans le contexte, un écart de prix considérable entre les heures pleines et les heures creuses, avec effectivement cette partie arène, mais c'est de bien choisir un contrat qui va avec votre mode de production, avec ce que vous pouvez faire sur le pilotage des consommations. On va le voir juste après. On a voulu prendre un exemple assez marquant, qui est un exemple qu'on a fait, enfin qu'on accompagne aujourd'hui à un client, hein, qui est dans l'agroalimentaire, qui consomme 16 gigawattheures par an d'élec et qui a un différentiel de prix entre HPH et HCH de 124 € par mégawattheure et un pourcentage ARENH de 72%. Alors c'est dommage, là, l'écran est un peu rogné, mais on se le rappelle, hein, les droits ARENH, comment c'est calculé très rapidement. Vous prenez votre puissance moyenne appelée la nuit plus effectivement l'été, toutes les heures de juillet et août, vous rapportez ça à votre consommation globale, puissance moyenne globale appelée, et vous avez votre droit ARENH. 72% d'ARENH pour ce client, et on se rend compte que là, sur le graphique, c'est sa courbe de charge d'électricité. Maintenance estivale de 3 semaines en été. Très bien. Si on regarde effectivement de décaler, on s'est posé la question d'optimiser du coup ces droits ARENH en décalant, essayant de ne pas arrêter de consommer un peu, notamment en août, et de plutôt le faire en septembre. On s'est dit que ça pouvait potentiellement être intéressant. Et ben en effet, on a juste décalé d'une semaine de fermeture et la maintenance. Au lieu de faire les 3 dernières semaines d'août, on a fait les 2 dernières semaines d'août plus une semaine de septembre. On a amélioré nos droits ARENH de 4%. Et c'est un gain estimé de 115 000 € par an. 115 000 € par an pour une semaine, 115 000 € rapportés à 16 gigas. On parle aujourd'hui de plus de 8 € par mégawattheure pour une semaine. Deuxième chose, cet industriel, il a des groupes froids, hein, dans l'agroalimentaire qu'il relançait effectivement avec, plutôt le jour ou un peu toute la journée en diffus. Et avec Jean-Philippe, on est allé le voir sur site et on s'est dit, est-ce que vous pouvez décaler ça plutôt de 2 heures à 6 heures, donc plutôt en heure creuse qu'en heure pleine. Ce qui était facile à faire, il n'y avait pas forcément c'était juste du réglage, il n'y avait pas d'investissement, c'est des quick wins. Et effectivement, là-dessus, on gagne 100 000 € juste sur une année en décalant la relance des groupes froids plutôt la nuit que la journée. Voilà un petit peu les solutions contractuelles que vous pouvez mettre en place, mais à chaque client une solution. Peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans ces solutions-là, mais il y a des choses à mettre en place pour effectivement essayer de grappiller et d'optimiser ce contrat pour l'année 2023 et les autres années futures. Merci Quentin. Il y a quelques questions, on les prendra en fin de session si ça vous va. Ça, c'est pour les exemples. Donc, sur la partie achat, on va passer sur les exemples sur la partie technique. Donc, on a voulu vous présenter des préconisations qu'on a faites, des retours d'expérience, notamment sur des choses qui sont répandues, qui sont duplicables finalement, un peu à la mode, et avec un caractère mise en œuvre rapide, quelque chose qui peut être activé finalement entre maintenant et l'hiver pour passer aussi, si on peut, pour passer le cap et la période qui s'annonce un peu tendue sur la fin d'année. Jean-Philippe, je te laisse la parole sur les solutions techniques. Oui, bonjour. Donc, en fait, la présentation aujourd'hui, ce qu'on va insister, c'est sur le fait que la montée des coûts de l'énergie va imposer aux entreprises de réagir de façon très rapide. Et pour ça, déjà, premier point, c'est bien appliquer les bonnes méthodes de travail au niveau projet, c'est-à-dire d'avoir de la bonne méthodologie de manière à faire les bons choix d'investissement et de ne pas devoir revenir sur une décision. Et ça, c'est des choix, c'est une méthodologie qui est connue en industrie, mais qui est aussi applicable dans le domaine du tertiaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord bien faire un état des lieux
bien savoir la situation actuelle de l'entreprise, faire un plan d'action qui soit le plus exhaustif possible avec un chiffrage à 30% sur la partie investissement, intégrer les coûts de financement, prendre en compte les retours sur investissement et les réductions d'énergie. Faire de ça, on va transmettre tous ces éléments à une réunion où tous les interlocuteurs seront autour de la table. Donc ça, c'est bien ce qu'on vous a dit depuis le début de la présentation. Il est très important, c'est d'avoir les gens à la fois de la maintenance, la maintenance, mais de la production, des travaux neufs pour être sûr que les décisions qui seront prises sont bien mises en œuvre suivant les bons protocoles. Et on intègre les gens des finances et de l'achat énergie de manière à avoir tous les acteurs autour de la table. À l'issue de ces réunions, on prend une décision sur un choix d'investissement et on passe à l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, elle va vous donner un chiffrage à 10%. Donc là, on est très fin en termes d'estimation financière et on est capable d'investir et de dire, OK, on y va ou on n'y va pas. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de respecter dans sa prise de décision la stratégie énergétique de l'entreprise. Alors, on va vous présenter différents sujets. Alors, juste les quelques slides que je vais vous présenter sur les projets qu'on a mis en œuvre, ou tout au moins qu'on a préconisé dans certains cas ou mis en œuvre dans d'autres. Vous avez une partie blanche là qui présente la synthèse du projet, une partie vert plus foncé qui va vous donner les éléments cibles de ce projet-là, et en vert clair, les clés financières, les chiffres clés au niveau de l'investissement, du ROI initialement prévu sur le projet et le ROI réactualisé suite à l'évolution du cours de l'énergie. Les sujets qu'on vous présente en fait sont sur des faibles investissements avec des ROI courts. L'objectif, c'est de travailler notamment sur la partie chaleur fatale et puis sur l'énergie renouvelable. Donc, quand on est sur le sujet qu'on vous présente aujourd'hui, sur ce slide-là, c'est un client qui nous avait consulté sur des problématiques de consommation d'énergie sur le chauffage de ses ateliers. En fait, on s'aperçoit quand on fait le bilan de la consommation d'énergie de ce client, c'est qu'il a un fort taux de renouvellement d'air dans son atelier. On est à plus de 2 volumes heure, tout simplement parce qu'il a des machines qui extraient beaucoup d'air par rapport aux problématiques de pollution dans les machines. Donc, en fait, ce qu'on lui a préconisé, c'est les températures rejetées étaient relativement basses, 25-30 degrés grand maximum, donc très peu de récupération d'énergie possible à coût modéré. Donc, on lui a plutôt préconisé de travailler sur son flux d'air et d'avoir de l'air de compensation qui soit réinjecté au plus près des machines de manière à ne pas influencer l'ensemble de l'atelier. L'investissement, en fait, était relativement faible. On est sur du 30 kg €. Initialement, le ROI était à plus de 5 ans. Et puis, finalement, avec le recalcul des nouveaux prix ou des prévisions des coûts énergétiques, on se retrouve avec un ROI inférieur à 2 ans. Donc ça, c'est des projets qui sont simples et qui permettent de limiter à moindre coût la consommation d'énergie de l'entreprise. Si on fait de la même façon sur des rejets de process à température un tout petit peu plus élevée, là on est sur un client qui était sur des cabines de peinture, donc sur du traitement de peinture. Là, on a des rejets de température d'air qui sont autour de 50 à 60 degrés. Là, le sujet est beaucoup plus maîtrisé. On vient mettre en place des échangeurs double flux au niveau des cabines de peinture. Donc, on va utiliser l'air chaud pollué pour préchauffer l'air entrant dans la machine, l'air frais entrant dans la machine. C'est un sujet qu'on a identifié dès le premier semestre 2021. Le client a fait une prise de décision extrêmement rapide et a su lancer ses commandes dès septembre 2021. Du coup, il a profité de son arrêt de janvier 2022 pour faire son implantation et l'installation est déjà en service. Et ce qui fait que c'est une installation qui lui a coûté autour de 60 000 € avec un ROI qui était identifié initialement à 4 ans, mais qui, vu l'évolution du prix de l'énergie, aujourd'hui, on a un ROI qui est inférieur à 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il l'a mis en service en janvier de cette année et en juin de l'année prochaine, il aura pratiquement amorti son installation.
Donc, la prise de décision doit être rapide. C'est pour ça qu'il faut regarder surtout les projets avec des faibles investissements qui permettent une prise de décision très vite. Aujourd'hui, sur des boucles d'eau aussi de process, on parle souvent de récupération de chaleur sur les groupes froids. Le problème, c'est que sur les groupes froids, la récupération de chaleur se fait avec des températures autour de 35-40 degrés au niveau des boucles. Ce n'est pas forcément des niveaux de température qu'on utilise de façon fréquente en entreprise. Donc, nous, dans le cas d'un client dernièrement, ce qu'on lui a préconisé, c'est au-delà de la récupération d'énergie sur ces condenseurs de groupe froid, c'est de mettre en place une pompe à chaleur à haute température qui va rehausser ce niveau de récupération d'énergie et qui va lui permettre d'aller chercher la boucle de température de chauffage qui est à 80 degrés. De cette façon, en fait, avec la pompe à chaleur haute température, ça va lui permettre d'effacer en partie, voire tout ou partie, la consommation de gaz pour sa chaudière dite de confort, qui est la chaudière qui lui permet de faire du chauffage. Et là, à nouveau, on reboucle avec ce que disait Quentin précédemment, c'est-à-dire qu'en optimisant sa consommation, sa récupération d'énergie, on va effacer le gaz utilisé pour la chaudière de confort et on va concentrer la consommation de gaz à son process. Donc ça, ce concept-là, il marche dans l'industrie, mais forcément, ça marche aussi dans le tertiaire. Lorsque vous avez certaines zones qui doivent être maintenues en température, comme les zones de serveurs, où on a des groupes froids qui vont tourner, y compris l'hiver, on va pouvoir faire de la récupération, mise en place d'une pompe à chaleur haute température et faire du chauffage de certaines parties du bâtiment. La récupération d'énergie sur les rejets d'eau en station d'épuration sur les steppes. On va pouvoir passer au slide d'après. Voilà. On a aussi sur les stations d'épuration, on a des sources d'énergie qui sont assez bien connues, mais qui sont compliquées à aller chercher parce que les eaux sont souvent ou sales, encrassantes et avec des températures assez faibles. Donc, l'amortissement est parfois difficile. Dans ce cas-là, en fait, on a des eaux qui sont autour de... Dans le cas de ce client-là, c'était une petite industrie papetière. Il avait des eaux blanches qui sortaient à 30-35 degrés vers sa station d'épuration. Donc, on lui a proposé de mettre en place un échangeur particulier, spécifique pour lutter contre l'encrassement et pour être facile à entretenir. On met en place une pompe à chaleur, haute température, et de ce 35 degrés, on va pouvoir remonter le niveau de température à vers 80 degrés, ce qui va permettre d'utiliser cette eau pour le chauffage de son eau neuve de process. Investissement 80 000 €, ROI initial 5 ans, ROI à nouveau calculé ces derniers temps, on est à moins d'1 an et demi. Dans ces ROI, on intègre forcément les aides par les C2E et par les aides d'État de l'ADEME qui permettent d'améliorer, de baisser les coûts d'investissement. Donc, maintenant qu'on a bien parlé sur la partie chaleur fatale, aujourd'hui, d'autres projets qui permettent d'améliorer la mixité énergétique des sites, c'est de travailler sur la partie biomasse. Donc là, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, sur lequel le client voulait supprimer sa chaudière gaz. Pour ça, on a revu le dimensionnement de son installation, revu l'optimisation de l'installation en prenant en compte le circuit hydraulique, éventuellement avec des ballons tampons qui permettent d'optimiser le rendement de la chaudière biomasse, notamment sur les parties durant les arrêts de process le dimanche, par exemple. Et puis ça nous a permis d'optimiser l'installation, d'avoir une installation au coût optimisé. Et donc, Quentin, je te laisse avancer sur la présentation du cash flow. Ouais. Exactement. Donc, on a travaillé avec Jean-Philippe sur ce projet tous les deux, donc notamment pour travailler sur le plan de financement.
Donc, on a un client qui est sur l'est de la France. On a choisi de s'alimenter, de s'approvisionner plutôt par plaquettes forestières avec des fournisseurs qui étaient régionaux et du coup qui avaient un coût de transport qui était quand même assez réduit. Alors pourquoi la plaquette forestière? On parle beaucoup de pellet. Le pellet aujourd'hui, donc c'est le produit compacté, broyé, compacté. Comme vous devez le broyer, le compacter, il est quand même un petit peu indexé au prix de l'électricité aujourd'hui. Et donc avec un prix du pellet qui n'augmente pas comme les prix de l'électricité et du gaz, mais qui augmente quand même depuis le début de l'année. Alors que la plaquette forestière, on est sur le produit brut. Il y a un léger effet offre-demande, mais on est toujours sur des prix qui sont relativement stables. Donc un investissement de cette chaudière de 850 kg de près de 850 000 euros. Donc on l'appelle avec un taux d'aide de l'ADEME de 60%. On peut même aller un tout petit peu plus haut dans certains cas. Un ROI initial qui était à 9 ans, on a pris un prix du gaz, coût complet, molécules, taxe transport à 90 euros par mégawattheure. On était plutôt autour de 9 ans. On est aujourd'hui autour de 4 ans avec ce prix-là. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder. Notamment, donc là on l'a dit pour des industries, mais surtout donc les industriels, je pense, l'ont pas mal regardé cette partie biomasse, mais également sur la partie tertiaire. On a fait l'étude également récemment avec Jean-Philippe sur du tertiaire, sur des piscines, et ça marchait également bien avec des temps de retour sur investissement de l'ordre de 5 ans. Alors vous allez me dire 850 000 euros, effectivement, aujourd'hui je les ai peut-être pas pour investir. Même si c'est pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, même si ça permet de diversifier mon mix énergétique sur site. Mais il y a des choses qui se font en termes de financement, de tiers financement, en payant effectivement une prime mensuelle qui est en deçà en fait du coût que vous auriez payé sur du gaz naturel. Donc il y a des moyens de le financer et c'est à mon sens il faut regarder cette solution biomasse. Et dernier point sur la partie énergie renouvelable, photovoltaïque. Donc là aussi, c'était un client qui nous avait contacté. Non, cette fois, lui, il partait sur l'idée d'une chaufferie biomasse. Et en fait, on lui a proposé de faire un diagnostic en amont. Et effectivement, en fait, ce qu'on a identifié durant ce diagnostic, c'est qu'il avait une consommation fort bien répartie, en fait, entre une consommation forte, on va dire plutôt entre 8h et 20h en journée. Sur les heures en fait où il pouvait avoir une production photovoltaïque assez significative et qui pouvait venir en adéquation avec sa consommation d'énergie. Donc en fait, dans ce cas présent, il lui a plutôt été conseillé d'investir sur des panneaux photovoltaïques qui lui permettent de garder toute son installation au niveau groupe froid, d'optimiser la régulation au mieux sur des bases électriques et de passer sur de l'autoconsommation le plus possible pour réduire sa facture d'énergie. Donc là, en l'occurrence, on a eu 200 000 euros, on a un investissement qui est autour de 200 000 euros, un ROI initial qui était autour de 9 ans et qui aujourd'hui, en fait, tend à diminuer de façon inférieure à 5 ans, voire inférieure à 4 ans. Donc là, c'est effectivement passer sur de l'autoconsommation tout en restant sur son savoir-faire. C'est des process utilisant de l'électricité. Quentin, tu as un mot? Non, mais sur cette partie photovoltaïque, ça va également améliorer un petit peu votre. Alors, il faut voir dans quelle mesure, mais votre profil de consommation, ce qu'on appelle votre shape, c'est-à-dire vous allez moins consommer, bien sûr, en journée sur le réseau. Et ça, c'est un coût, cette flexibilité. C'est ce qu'on a vu au début, c'est cet écart vulgairement entre la base et le pic. Mais du coup, il faut aussi le prendre en compte. Là, on l'a pas pris en compte dans le ROI, mais c'est un vrai coût actuellement et il faut se poser dessus. Parce qu'en améliorant votre profil de consommation, vous allez avoir un prix qui est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, en conclusion, sur cette partie étude projet, en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'évolution des coûts de l'énergie en termes de gaz et d'électricité, ça implique pour les entreprises de remettre à plat leur plan d'action pour aller pour aller trouver les actions les plus rapides, pas forcément celles qui ont les investissements et les temps de retour les plus significatifs, parce qu'en fait, il va falloir aller vite
en termes d'études et d'investissement. Donc, il faut avoir des actions à retour rapide et investissement réduit de manière à pouvoir décider immédiatement sur l'investissement. Ça va nous forcer à aller chercher des sources d'énergie fatales qui aujourd'hui étaient un petit peu négligées, mais qui finalement vont pouvoir reprendre le devant de la scène. Mettre en place des technologies qui maintenant sont finalement bien rodées. Initialement, on les aimait moins bien parce qu'on n'était pas très sûr. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont matures. Et puis, il ne faut pas hésiter à remettre en place aussi son mode de réflexion, c'est d'aller chercher d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de consommer l'énergie. On n'a pas fait de présentation sur la partie chaufferie. On est bien clair, le cœur du process, c'est la chaufferie. Si la chaufferie n'est pas optimisée, ce n'est pas la peine de penser au reste. Il faut vraiment se concentrer sur la partie chaufferie, mais ça, c'est mieux connu, mieux maîtrisé, donc on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et dernier point, c'est surtout sur la partie stockage d'énergie, qui était des techniques assez répandues depuis pas mal d'années, mais qui n'étaient pas forcément rentables et qui vont très vite devenir rentables avec l'évolution du coût de l'énergie et avec l'optimisation des contrats énergétiques. Voilà, Antoine. Ouais, il est 45, donc j'ai une slide de résumé que je passe très rapidement, mais l'idée c'est, on est dans un contexte, vous l'avez compris, qui est un changement de paradigme incertain, avec une nécessité de passer à l'action commune. Je pense que c'est les mots qu'il faut retenir, hein, entre les services techniques et les services achats. Donc on a pris le parti aujourd'hui dans un forum d'acheteurs de vous présenter des actions techniques avec des ROI. On s'est concentré sur l'aspect un peu financier des sujets, mais c'est pour vous montrer qu'il faut travailler main dans la main, il faut avancer ensemble pour définir ces projets et débloquer les investissements, comme évoqué Jean-Philippe juste avant. Donc à l'achat, la stratégie d'achat, les couvertures financières, se poser sur les capacités d'effacement aussi, avec en interne ou accompagné par des structures. Pourquoi pas réfléchir au PPA, sur les techniques, aller sur l'efficacité énergétique avec les actions qu'on a vues qui peuvent être mises en place rapidement, actualiser vos ROI, avancer des pions sur l'autoconsommation si vous avez du foncier, soit en ombrière, sinon même en du foncier du sol, quoi, de la place disponible, de la diversification aussi énergétique. On en a un peu moins, on l'a un peu moins évoqué, mais on a parlé de biomasse, mais ne mettez pas non plus tous les œufs dans le même panier, notamment par vos sources d'approvisionnement aussi électriques. Et les financements, on l'a déjà évoqué, C2E, CPE, des cartes flash qui va sortir au 1er juillet normalement, les fonds chaleur. Donc il faut aujourd'hui se mettre en ordre de marche et accélérer ce sujet énergie qui est sur le haut de la pile. On est tout juste en temps. 2 mots pour vous dire que Roseau, bien évidemment, on reste à votre disposition pour répondre aussi à des questions si vous en avez des plus précises aussi en externe de ce webinaire avec nos adresses de contact. Je ne sais pas exactement comment seront diffusés ces slides, mais je pense que vous allez avoir accès au contenu. Et vous pouvez également vous inscrire sur notre newsletter. On fait un mensuel de market data pour l'analyse des marchés qui sort tous les mois. Donc n'hésitez pas par retour de mail, soit à Quentin, soit à moi. Vous avez les informations pour vous inscrire. J'avais quelques questions que je vais prendre qui m'ont été faites à l'écrit. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, je vais prendre les questions simples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps si on veut tenir dans les 3 minutes. J'avais une question sur la durée de mise en place d'un PPA. Quentin, je te laisse répondre. 1 an. Faut le trouver quoi maintenant. Là, c'est qu'il n'y en a pas, oui, en ce moment. Donc, je dirais 1 an et demi. Même si vous avez du foncier disponible, c'est pareil, parce qu'il vous faut toutes les autorisations, etc. Donc, on va dire entre 1 an et 1 an et demi. Alors, alors attendez, sur l'additionnel, hein, j'entends bien quand on va créer un nouvel actif. Il y a des actifs qu'on appelle les brownfield PPA, où vous pouvez d'ores et déjà aller chercher des PPA sur des actifs qui existent déjà. Mais là, la problématique que vous allez avoir, c'est que vous allez être ce qu'on appelle collé au marché avec des prix qui correspondent peu ou prou à ce que vous trouvez sur le marché. J'ai des questions un peu plus fournies sur la partie marché. Je vais peut-être pas toutes les prendre. Allez, vas-y, prends-en une. J'essaie de synthétiser. On a une question sur la vente bradée d'Arène.
et par les concurrents d'EDF, est-ce qu'on va y avoir des conséquences? Alors, je reprends la question. Hein. Ouais, Sur la structure de marché, ne pensez-vous pas qu'on se dirige vers une structure oligopolistique, donc avec moins d'acteurs finalement qu'aujourd'hui? Donc ça, je pense que forcément, il y a des fournisseurs qui ont fait défaut, il y en a sûrement qui feront aussi, parce que le métier de fournisseur finalement va changer. Un fournisseur d'énergie à l'époque, c'était voilà, presque de l'achat-revente quand il n'était pas producteur et de la facturation. Ce métier va se réinventer, va y avoir aussi des évolutions dans ce domaine, donc ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Je prends la deuxième partie de la question. Le président de la CRE a été désavoué en mars par le Conseil supérieur de l'énergie sur la vente bradée d'Arène pour les concurrents. Pouvez-vous indiquer si cela aura une conséquence sur les prix de l'Arène? Tu veux répondre, Quentin, sur Il y a celle-là? la question et la réponse dedans, non? Mais Bah oui, en fait. ok, non, non. Enfin, premier point, effectivement, le métier de fournisseur, il évolue. On était sur un métier de fournisseur où il faisait ce qu'il faisait, c'était de la gestion de risque, hein, le risque de profil, le risque de crédit, etc. On voit que le risque de profil, le risque de shaping, tout ce que vous voulez, ils le remettent quand même beaucoup aujourd'hui sur le fournisseur. Le risque de flexibilité, hein, également. Où ils demandent également pas mal de garanties financières. Donc le métier de fournisseur évolue. C'est peut-être une réflexion à avoir pour les gros clients, les gros consommateurs, et potentiellement regarder si vous ne pouvez pas devenir votre propre fournisseur. Je suis pas sûr que, hormis effectivement les garanties que vous devez donner pour pouvoir prendre l'arène, je suis pas sûr que la marche soit extrêmement importante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver avec enfin, on va y avoir de la casse, notamment cet Cet hiver, hiver, ouais. sur les fournisseurs. Alors, je pense qu'ils me reprendront pas là-dessus, même les petits fournisseurs, mais ça risque de faire un petit peu mal. Il y avait un débat hier sur justement évaluer la confiance qu'on peut avoir avec un fournisseur, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout transparent, qui est difficile à juger. On n'a pas de critères exhaustifs, qualitatifs, enfin quantitatifs pour le Et faire. puis, vous allez C'est regarder la un confiance. bilan d'un fournisseur aujourd'hui, ça va pas être représentatif du bilan qu'il va avoir pour l'année 2022, avec des prix qui sont tels qu'ils sont en ce moment. Je peux avoir une autre question en 2 minutes. Fixer un prix en avance pour un portefeuille de fourniture sera de plus en plus risqué, et ce risque pourra être lissé que sur un nombre limité de mégawattheures. Est-ce qu'acheter des blocs à terme est toujours une protection efficace? Euh, ce qui est sûr, c'est qu'avant, ce risque était géré par, ce que je disais, le risque était géré par le fournisseur, notamment sur des multisites, où on vous proposait des fixations en pourcentage, on vous faisait potentiellement, vous aviez aucun engagement de consommation, en vous faisant rentrer et sortir des sites qui étaient un petit peu limités à hauteur de 10%. On voit que ces risques sont moins gérés, ou en fait sont rebasculés vers le client final. De ce fait, les fournisseurs vont vouloir que vous fassiez du bloc plus spot pour plus gérer ce genre de risque. C'est toujours, enfin, ça va toujours être. De toute façon, je pense que malheureusement, ça va devenir la norme chez pas mal de clients, notamment ces clients tertiaires multisites. Je pense aux collectivités, je pense au retail, je pense à la GMS, où les fournisseurs vont potentiellement de plus en plus vouloir les embarquer là-dedans. C'est mon avis personnel. Il y a un point aussi sur un peu les futurs de l'évolution du gaz, avec notamment la filière GNL qui est en train de prendre de l'essor, qui aujourd'hui marche à fond forcément. La question était, est-ce qu'on peut voir une détente du prix 24-25? Effectivement, le risque aussi, c'est qu'il y a du structurel. C'est-à-dire que quand vous voulez construire un nouveau terminal méthanier, les nouvelles centrales de traitement de ce gaz pour finalement le rendre utilisable sur le réseau et l'amener au point de consommation, il y a du structurel, ça prend du temps, il y a une inertie, même si ça a été lancé. Ça ne verra pas le jour de nouvelles structures avant 2 ans minima. Et c'est là la grosse question, c'est combien de temps il faut pour mettre des structures de reliquéfaction, pardon, de GNL, que ce soit en France, en Espagne, où il y en a encore, mais
mais c'est compliqué parce que même si il y en a un petit peu plus en Espagne en ce moment, bah, on sait que qu'il y a pas mal de congestion entre l'Espagne et la France au niveau des Les Pyrénées, interconnexions. Ouais. des interconnexions. Alors j'allais dire le péage pour vulgariser, mais du coup, il va falloir aussi gérer cette partie interconnexion si on veut vraiment avoir cette partie entre guillemets plaque de cuivre, hein, donc interconnexion entre les marchés. Euh, Ça va nécessiter quand même pas mal de temps. Effectivement, je pense que 2024-2025, c'est un bon horizon de temps, notamment avec ces nouveaux moyens de reliquéfaction sur du flottant qui est mis en place déjà Mm. à Rotterdam. J'ai eu des questions quasiment que sur la partie achat, pas de questions sur la partie technique, mais c'était aussi l'objet de notre point, hein, vraiment d'avancer sur l'efficacité énergétique, parce qu'on en a entendu parler hier, mais on n'avait pas d'acteurs en plénière autour des tables rondes pour défendre ce point. Aujourd'hui, nous, on se fait porte-parole de l'efficacité énergétique depuis longtemps, donc on essaye de porter cette voix et de dire, de répéter que avec la crise en ce moment, tout le monde doit se mettre autour de la table en ordre de marche pour ce sujet qui est remonté en haut de la pile. Et ce sera donc, je pense, notre mot de la fin, parce qu'il est 55. Je vous remercie d'avoir participé. Quentin, Jean-Philippe, merci aussi. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, bonne journée à tous. Merci à Merci à vous pour votre tous. participation.